merci beaucoup, Madame Aziz, pour la parole. Avant d'aborder le projet Mbombo lui-même, je vais un peu effleurer quelques activités lancées, comme le disait donc Madame Aziz tout à l'heure. Les avancées dans le cadre de notre mission. Et donc, je reviendrai après en coordonnant ce point de presse avec le DGA, le directeur provincial et les chefs de projet Mbombo. L'ancien totalise 5 ans. 5 ans depuis qu'elle a été opérationnalisée par le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons franchi des étapes décisives. Étapes décisives dans la mesure où le projet actuel en cours d'exécution s'élève à 65. Donc, nous étions, il y a peu, il y avait 49 projets en cours d'exécution. Nous sommes passés de 49 projets à 55 projets. Et de 55, actuellement, nous sommes à 65. Ce qui couvre 53 territoires sur 145 et compte la République démocratique du Congo. C'est quasiment le tiers du PEDEL, 145 territoires. Nous sommes d'une des rares agences qui exécute le PEDEL et arrivé à ce point-là à couvrir le tiers du territoire. D'ici la fin de ce mois, nous passerons de 22 projets déjà achevés à 26. 22 actuellement, 4 autres vont s'achever au cours de ce mois d'octobre. Il s'agit notamment de Chimbulu, Bongandanga, Assankousou et Kalamba. Kalamba, c'est dans le territoire de Kapanga, un problème du là-bas. On peut nous dire 23 projets parce qu'il s'est achevé hier. Il fera 26 projets d'ici la fin du mois d'octobre. Ce qui impactera en tout et pour tout 1 million d'habitants, 1 million de Congolais à peu près. Le taux d'exécution de tous nos projets mis ensemble, le taux d'exécution physique moyen est de 53%. C'est le fruit des efforts et de la confiance entre lanceurs et les opérateurs qui exécutent les travaux. Le taux d'exécution, je disais, est de 53%, mais le taux de paiement n'est que de 28%. Vous avez vu la différence, la moitié. Ce qui fait que les entreprises qui exécutent les travaux nous font confiance, exécutent les travaux sans être payés à 100%. Et le taux de décaissement du budget lancé tel que repris dans la loi de finances 2025 n'est que de 5%. Et cette situation nous impacte et impacte toutes nos activités, tous nos projets, assez compris le projet Mbombo. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes très avancés, 53% du taux d'exécution, mais seulement 28%. Le fonds Munda, on n'en parlera plus de façon approfondie, on en a parlé il y a 2-3 semaines environ. Mais je voulais peut-être encore un peu insister sur la loi le décret du créancier lui donne mission de faire exécuter les travaux, mais elle ne lui donne pas la mission de gérer ou d'exploiter les centrales. C'est une ambiguïté, un peu un flou dans la loi. C'est comme ça que notre nouveau ministre, le ministre de la Société hydraulique et de l'électricité, actuellement nommé M. Moulin Sakombi, a mis en place une commission qui est en train de siéger pour trouver une solution sur la question. Le projet Mbombo, je vais passer la parole au DGA et aux autres collègues. Je voulais un peu dire que il y a des avancées réelles malgré les défis. Et l'ancien tient à rassurer
l'opinion que les études techniques sont quasiment achevées. Et elles ont été réalisées sur fonds propres, ce qui représente une avancée sans précédent dans l'histoire de l'implémentation de ces projets. Ces projets Mbombo, on en parle avant même que nous tous ici nous soyons nés. C'est un projet qui date de l'époque coloniale. Le niveau d'études qu'on a atteint actuellement est sans précédent. Les collègues vont y revenir. Nous pouvons ici également insister que c'est des études faites par des cabinets sérieux. Un cabinet congolo-canadien, le prof qui est dans la salle passera pour la présentation des études. Et les études ont été également validées par un cabinet également sérieux, Gruner Stucki, un cabinet suisse, qui a fait des études de Mondimoucha au Katanga, qui est en train de faire le contrôle de G25 à Inga. Mais nous n'avons pas que préfinancé les études. Nous avons également financé, non pas que financer les études, nous avons également commencé les travaux d'aménagement de la base vie, du camp de travailleurs. Le coordinateur, le directeur provincial, va y revenir. Toutefois, les contraintes liées à la sécurité du pays, à l'est du pays, ont ralenti un peu l'implication des partenaires privés initialement identifiés. Certains opérateurs qui avaient l'engouement pour venir financer le projet, ils étaient très enthousiastes, ils le sont jusqu'aujourd'hui. Mais en même temps, ils souhaitent une participation de l'État congolais à hauteur de 20 à 30%. Nous sommes là dans un modèle économique que nous appelons PPP, Partenariat public-privé. L'État souverainiste des années 70, à l'époque où on construisait les grands Inga 1 et 2, ça n'existe plus. C'est irrémédiablement dépassé. Actuellement, le modèle économique souhaite, l'idéal est de passer à un partenariat public-privé. Donc, plusieurs entreprises qui souhaitent financer préfèrent que l'État congolais puisse d'abord participer à hauteur de 20 à 30%. Mais l'État congolais, vous le savez, avec l'effort de guerre, la trésorerie pose problème, l'effort de guerre prend plus de place que les autres projets, comme je vous l'ai dit, les 5% du taux de décaissement de nos lignes budgétaires dans notre finance 2025 sont tout autant de choses qui résument que l'État congolais, qui n'arrive pas à donner 20 à 30% dans les projets, alors que les partenaires privés qui souhaitent travailler avec nous voulaient cette participation pour un peu plus de sécurité. Et nous avions, notamment à ne pas rester les bras croisés, nous avions aligné ces projets Mbombo dans Compact énergétique. Compact énergétique, c'est un programme financé par la Banque mondiale, la BAD et GIAP d'une certaine façon, pour impacter 300 millions d'habitants au sud du Sahara. On appelle aussi M300, Compact énergétique ou M300. Donc 300 millions au-dessus du Sahara, dont 82 millions de Congolais. Une enveloppe globale de 37 milliards de dollars qui va faire grimper le taux d'accès à l'électricité de 21,5 actuellement à 62,5 à l'horizon 2030. Et nous avions aligné le projet Mbombo en ce qui concerne la quote-part de l'État congolais dans ce programme. Malheureusement, ce programme compact a pris lui aussi beaucoup de temps. C'est depuis mars qu'on aurait dû commencer à l'exécuter, mais la structuration a pris beaucoup de temps, ce qui fait que nous avons un peu marché à pas de tortue. Mais depuis la semaine dernière, la semaine qui s'achève, les discussions ont commencé, pilotées par la primature, pour pouvoir atterrir dans le compact. Une réunion a eu lieu mercredi, une autre a eu lieu hier,
3 autres auront lieu la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi. On croit qu'on pourra boucler. Et donc là, on aura plus de lisibilité sur l'exécution du compact, qui a une enveloppe assez importante pour tous les projets, moyens, grandeur, nature ou petits projets. Voilà ce que je pourrais dire un peu sur Mbombo en introduction. Madame Aziz, je sais pas si le DGA peut me compléter. Oui. Merci. Je pense que, merci DG pour la parole. Je voudrais juste compléter une petite chose pour dire à quel point ce projet est déterminant pour le Grand Kasaï dans sa généralité, mais en même temps particulièrement pour le Kasaï central. Ici, je voudrais peut-être avec une petite précision, j'avais même demandé récemment que nos services nous envoient déjà la liste des entreprises ou des partenaires directement intéressés par Mbombo. Je suis en train de les compter ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 entreprises qui ont manifesté de l'intérêt sur Mbombo. Et j'insiste sur ce que vient d'évoquer encore le DG pour dire que c'est des entreprises, certes, qui sont prêtes à apporter 80%, 70%, 80% de fonds par rapport à Mbombo, mais par rapport évidemment au statut de notre pays, ils ont besoin d'avoir une certaine garantie, ça veut dire la participation de l'État congolais à hauteur de 20 à 30%. Si toutes les conditions sont réunies, ce projet Mbombo, nous pensons vraiment les terminer, il prendra 2 ans maximum. C'est peut-être encore une petite précision. Mais le reste, je crois que pendant le jeu des questions-réponses, on pourra encore apporter des précisions. Merci. Merci, je disais tout à l'heure, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter rapidement les résultats. Et merci aussi à vous pour l'intérêt que vous avez d'être là présent. Alors, on va vous présenter la vidéo, c'est vrai, mais avant la vidéo, j'aimerais rapidement vous donner la mesure de ce que ce projet a comme résultat rapidement. Bon, alors, le DG en parlait tout à l'heure, notre cabinet Hydrogénie avait reçu pour mandat de réaliser ces 4 missions-là, donc l'étude de préfaisabilité, la faisabilité, l'avant-projet détaillé et les dossiers d'appel d'offres. Mbombo, rapidement, c'est quoi? C'est des chutes qui sont situées à environ 12 km de la ville de Kananga, sur la rivière Lulua, qui elle-même est un confluent de la rivière Kasaï, Kasaï affluent du fleuve Congo, en plusieurs embranchements qui se déversent sur les chutes, et la centrale hydro va être érigée sur le bras principal de la rivière à l'extrême est. Et comme vous pouvez voir, en fait, il y a deux plans d'eau. Il y a une série de seuils, 2 bras principaux est-ouest, et puis il y a 3 baies, inférieures, intermédiaires et supérieures. Alors ici, on voit la représentation des 2 plans d'eau, les chutes supérieures et les chutes inférieures, et on a dans l'étude analysé la possibilité d'aller chercher le maximum de puissance. Alors, l'aménagement hydroélectrique, de manière générale, c'est 20 MW, avec un débit autour de 325 mètres cubes par seconde, une chute nette de 6,93, avec 4 turbines à axe vertical avec base semi-spirale en béton. Le débit par groupe, c'est 82,25 mètres cubes par seconde. Le diamètre de la roue, c'est 3,7 mètres. Et le niveau de référence, c'est 533,02 mètres. Bon, rapidement, je vous montre la vue topo. Donc, ce que vous voyez, ici, on vient plus haut, vers le nord. Là, c'est le centre de formation des militaires. Il faut faire 1 kilomètre de route pour arriver au niveau du site proprement dit, là, qui est là. Alors, on va rapidement vous montrer
l'ensemble des aménagements. Alors, ce qu'on peut voir ici, on a parlé de deux bras. Il y a le bras est et le bras ouest. Le bras principal est là, le bras secondaire, on va dire, est ici. Alors, dans l'aménagement, on a installé ici des digues pour maximiser le débit qui va être turbiné. Mais on s'est assuré aussi avec ces débits-là qu'on ne coupe pas le débit sur les bras secondaires. Et l'étude environnementale a été faite pour justement s'assurer que ces bras-là ne sont pas asséchés, parce que sur ces bras, il y a une population faunique et on veut évidemment la protéger. Alors, je vais vous parler justement des digues. Les digues sont là et ces digues-là sont connectées à des passes à poissons. Les passes à poissons, c'est des ouvrages pour permettre aux poissons de continuer à migrer sur les rivières parce que en principe, les poissons remontent la rivière à une certaine période de l'année pour pouvoir renouveler, en fait, se renouveler. Il y a également sur l'aménagement, on a identifié une série de carrières qui vont servir des matériaux lorsqu'on va commencer les travaux de construction. Alors, je vais vous parler des routes, mais on a aussi prévu une estacade à débit, ça veut dire que lorsque l'eau va rentrer dans le canal, eh bien, il y a une sorte de trappe pour aller prendre tous les débris, le sable, et éviter effectivement que ce sable-là se retrouve au niveau de la centrale. Alors, il y a le canal d'Amné, donc l'eau arrive, on a installé ici un seuil, c'est juste un mur en béton, qui permet de diriger l'eau vers le canal d'Amné et par la suite conduire cette eau-là vers la centrale. Au niveau de la centrale, elle est ici identifiée en rouge. On a le bâtiment ici, le bâtiment de la centrale où on va installer l'ensemble de services. Et ce bâtiment, il est là. Et ici, c'est un stationnement qui permet justement d'accéder à ce bâtiment-là. Et dans la vidéo, vous verrez tout ça. Lorsque l'eau est turbinée, elle sort de la centrale, elle passe dans le canal de sortie, canal de restitution, avant de retrouver la rivière comme il faut. Alors, on a aussi ici installé un poste électrique qui va permettre justement, une fois que l'électricité sera produite, d'envoyer, comme un poste de départ, d'envoyer l'électricité, de la transporter d'abord au niveau de la ville de Kananga et ensuite de la distribuer. Je vous ai parlé des routes d'accès. Il y a la zone de stationnement. Il y a deux stationnements qui ont été prévus. On verra ça dans la vidéo qui va passer. Ici, je vous montre une illustration, évidemment, de la route qui longe l'aménagement, où on a dimensionné cette route-là pour les gros camions, mais aussi pour les voitures ordinaires qui vont être utilisées par les personnes qui vont travailler au niveau de la centrale. Oui, c'est ça, on peut passer rapidement. Je vais vous parler de turbines alternateurs. En fait, ces turbines-là, c'est des turbines à axe vertical avec un système de bâche. Ça veut dire que l'eau rentre par là, elle subit un mouvement turbulaire pour pouvoir être ici transformer bien sûr le mouvement et transformer en électricité et l'eau restituée à la rivière avec tout le système en haut qui permet d'installer l'usine, installer les équipements, mais aussi faire fonctionner le bâtiment de l'usine qui est juste à côté. Alors, ça c'est oui, c'est ça. On peut continuer. C'est les différentes vues que vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo, avec ici le bras est et le système de digue, comme je vous ai expliqué, qui permet justement de maximiser le débit qui va être turbiné, mais aussi tout en faisant attention pour ne pas assécher les petits bras. Alors, l'eau arrive ici. Le système, disons, l'ouvrage de seuil va permettre d'avoir un niveau d'eau assez
élevé ici pour rentrer dans le canal d'Amené, passer par la prise d'eau, être turbiné et sortir par le canal de restitution et retrouver bien sûr le cours d'eau qu'on a. Ok, ça c'est les différentes vues qu'on va voir tout à l'heure dans la vidéo qui va passer. Ici, rapidement, ça c'est, vous verrez ça dans la vidéo, c'est le bâtiment de l'usine, en fait, qui fait partie de l'usine. Vous allez voir dans la vidéo, des services vont être installés là-bas. Là, il y aura le gestionnaire de la centrale, les salles de réunion, et tout ça, vous verrez, ça sera bien documenté tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo? N'ont jamais été atteints à ce jour. Le prof Wamba vient de présenter juste une partie, un volet des études qui ont été réalisées sur l'aménagement hydroélectrique. Mais à part cela, il y a d'autres volets des études qui ont été réalisées. Donc, des études sur la ligne des réseaux, des études d'impact environnemental et social, des études sur la voie d'accès, la base vie, et toutes ces études sont terminées. Et jamais auparavant, on a eu des études aussi avancées à ce niveau pour ces projets. Et ce qui fait dire que, à ce jour, il n'y a rien qui n'aurait pu être fait plus que ce dont nous disposons aujourd'hui. Et je dois également ajouter que cette zone, c'est une zone spéciale. Il y a le prof Wamba qui a parlé de l'armée, donc qui s'exerce souvent dans cette zone. Nous avons également fait des études sur cette zone parce qu'il y a beaucoup d'exercices militaires qui s'y opèrent. Il y a beaucoup de restes d'engins non exposés et il y a des études qui ont permis de faire une cartographie correcte de cette zone. Et à ce stade, nous disposons de cette cartographie pour laquelle il faudra évacuer tous ces engins explosifs. Donc en bref, madame, on n'a jamais atteint un niveau aussi avancé. Et c'est un point critique que nous avons atteint et qui va nous permettre de bien évoluer dans la suite. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Soraya, pour la question. Sans revenir sur ce qui a été dit, que j'approuve évidemment, je confirme effectivement que nous avons atteint un niveau qui n'a jamais été connu dans l'histoire. Ce que le professeur Famba vient de présenter, il ne s'agit pas d'une revue documentaire des études précédentes ramassées, mais c'est un travail fait de fond en comble qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire de ce projet. Il est lié de le préciser. Il ne s'agit pas d'une revue documentaire, mais c'est vraiment un travail fait de fond en comble. Je commencerai par cette précision avant de répondre à la question de Mme Soraya. Bien entendu, nous sommes dans le pôle Grand Kasaï pour répondre aux besoins de la population dans les zones où nous sommes à travers des projets de proximité et aussi des grands projets comme celui-ci. Évidemment, nous ne sommes pas restés à bras croisés. La population de Kananga aujourd'hui bénéficie du courant qui part d'une centrale de 200 kW installée au sein même de l'aéroport. Aujourd'hui, parmi les aéroports de notre pays, il y en a un qui ne peut pas avoir des problèmes de coupure du courant, c'est celui-là, parce qu'elle est fournie 24 heures sur 24 pour une puissance de 100 kW sur les 200 produites par la centrale pour desservir l'aéroport, et les 100 autres kilowatts, comme vous pouvez le comprendre, est destiné à la population environnante. Donc la population qui avoisine l'aéroport de Kananga bénéficie aujourd'hui d'une source d'énergie produite par une centrale photovoltaïque de 200 kW et jouit effectivement de ces courants-là. Mais comme vous pouvez le comprendre, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas encore tout pour toute la population, mais c'est déjà ça. Et toujours en réponse aux problèmes de la population, nous avons eu des contacts tout récemment avec le gouverneur de province de Kasaï central pour nous doter d'un espace en plein milieu de la ville où nous allons encore en urgence implémenter une centrale de 800 kW qui permettra de faire fonctionner tous les bâtiments administratifs de centre-ville
Et évidemment, il y a les autres services de l'État et privés qui sont dans les entourages, y compris la résidence du chef de l'État, la résidence du gouverneur et les autres populations qui vivent aux alentours de la ville de Kananga. Pour ce projet-là, le matériel est déjà sur place. C'est la complémentarité d'un contrat signé d'1 mégawatt avec l'entreprise qui avait déjà construit les 200 kW. On attendait l'espace pour implémenter les 800 qui restaient. On a obtenu cet espace-là. Le matériel a été réceptionné sur place à Kananga. Et dans les jours qui suivent, je ne parlerai même pas de semaines parce que dès mon retour à Kananga dernier dimanche, on peut déjà entamer le début des travaux pour ces 800 kW. Et comme on parle de la province de Kasaï centrale, c'est là qu'on va se limiter pour aujourd'hui parce que, vous l'avez dit, nous sommes sur les 5 provinces. Pour ne pas monopoliser la parole, nous avons proche de Kananga à Tchimboulou, un projet, le DG l'a dit tout à l'heure, qui est en étape de finalisation. Déjà, je crois, nous avons été en mission tout récemment pour réceptionner ce qui a déjà été fait. Les lignes de distribution sont en train d'être tirées. Donc, dans les jours qui suivent également, ce projet-là va prendre fin. Et la population de Tchimboulou découvrira pour la première fois de son histoire l'énergie électrique pour répondre à leurs besoins, issue des réalisations de l'ANSER. Toujours dans la province de Kasaï centrale, je finirai par là, il y a l'appel d'offres qui a déjà été lancé pour Luisa, où le constructeur est déjà choisi, et on est en phase de finalisation de contrat pour que les travaux débutent également. Donc, ça, c'était le premier volet de votre question. Votre deuxième question consistait à savoir si on pouvait entamer les travaux de grande envergure dans la zone avant que nous soyons là où nous sommes. Je dirais tout de suite non. Il ne s'agit pas d'une maison ou d'un bâtiment qu'on construit, il s'agit d'un aménagement hydroélectrique. Mais supérieurs hiérarchiques l'ont dit, les profs également. La présentation que nous venons de voir, c'est l'un des aspects des études, et il y en a eu tant d'autres. Et toutes ces études-là sont non seulement utiles et complémentaires, elles sont les prémices de tous travaux sur terrain pour un aménagement hydroélectrique. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui qu'il aurait pu commencer ce travail sans avoir ce que nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui, je dirais que soit c'est un charlatan, soit c'est un magicien qui allait accoucher un barrage issu de ses imaginations. En réalité, on n'aurait rien fait sur terrain si on n'avait pas atteint les niveaux que nous avons atteints aujourd'hui, qui pour moi nous confirme que les signaux sont tout ouverts concernant les projets d'aménagement de la centrale hydroélectrique de Mboko. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Mme Soraya. Aujourd'hui, il est clair par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire que le financement a toujours été le boulot d'étranglement du développement de notre secteur. Le DG est revenu ici sur ce que nous avons déjà réalisé avec le minimum qu'on a. Aujourd'hui, on parle de 75 ouvrages. Tout à l'heure, le DG a parlé de 26 qui sont terminés complètement et qui sont fonctionnels. Mais si je vous dis le budget que nous avons reçu depuis les 5 ans pour pouvoir arriver à ce projet, c'est un budget qui n'est pas très consistant à ce jour. Depuis 2020 à ce jour, nous n'avons pas dépassé les 40 millions de dollars qui nous ont permis de réaliser ces projets terminés. 75 projets dans la globalité, il y en a donc une cinquantaine, 75 ouvrages. On a 65 projets, 75 ouvrages. Voilà. Parce qu'il y a des projets, vous avez un projet, il y a 2 ouvrages dans le même projet. C'est ainsi que je parle de 75 ouvrages et 65 projets. Mais c'est 65 projets avec 35 ouvrages. Alors, je disais que le boulot d'étranglement reste quand même l'élément bloquant par rapport à l'évolution de ce projet. Madame Soraya, évidemment, évoque les 5% de décaissement au niveau de la loi des finances, c'est-à-dire chaque année, l'État prévoit des dotations pour ANSER, des dotations qui peuvent permettre à ce qu'ANSER fasse sa mission, c'est-à-dire électrifier les zones rurales et périurbaines au travers de la construction des centrales solaires, des centrales hydroélectriques, le soutirage des consorts. Il y a un budget qui généralement est prévu. Mais jusqu'aujourd'hui, le maximum du taux de décaissement, c'est-à-dire la capacité qu'on a eu à tirer de l'entrée de ce budget, n'a pas dépassé 5%. En d'autres termes, si par exemple il était prévu 100 millions dans l'année,
le maximum qu'on a eu, qu'on a pu décaisser, c'était peut-être 20 millions au maximum. 5%. 5 millions, excusez-moi, 5 millions. Hein. Sur les 100 millions, c'est seulement 5 millions qui ont été décaissés. C'est le moment de faire un benchmarking, une comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Vous savez, au Sénégal, par exemple, en 2023, ils ont eu un budget de 530 millions complètement décaissés pour réaliser des projets dans le secteur de l'énergie là-bas. Et aujourd'hui, le Sénégal, les 15 dernières années, est passé très facilement d'un taux inférieur à 50. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 85% du taux d'électrification dans le Sénégal où nous avons été. Nous sommes allés sur place pour comprendre comment ils avaient opéré. Mais 530 millions de dollars en une année contre 5 millions, 10 millions en RPC, c'est là la difficulté. Alors, aujourd'hui, avec le projet que nous sommes en train d'évoquer, je l'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai fait mon commentaire, les partenaires sont prêts, sont disposés à nous accompagner, mais le statut évidemment actuel de notre pays fait qu'il faut qu'ils aient aussi des garanties. Et la garantie, c'est qu'il faudrait que nous puissions mettre l'argent sur la table. Je donne l'exemple d'un des partenaires, par exemple, qui dit moi j'aimerais que le Congo amène 20%, mais les 20%, ça veut dire 10% en cash, et puis les 10% en garantie. C'est-à-dire que ce sera une somme, quelque part, qui peut être mobilisée à tout moment, mais qui n'est pas utilisable directement, le temps évidemment que tout le montage financier se fasse. Et le reste, eux, ils amènent avec les 80 millions. Je voudrais insister sur le fait que, certes, nous avons une situation de guerre. C'est ça qui justifie en fait ça, de manière générale, mais nous pensons qu'il est possible que nous fassions des efforts. Alors la question est de savoir quelles sont les stratégies. Les stratégies, nous les mettons en œuvre. Nous sommes en train aujourd'hui de faire un travail de proximité. Nous rencontrons certains ministres à qui on explique la situation et à qui on demande qu'ils deviennent notre porte-parole au niveau du gouvernement. On en a rencontré un certain nombre qui ont compris ça, qui comprennent effectivement que nous sommes sous-financés et qu'il y a quand même une certaine dynamique à provoquer au sein du gouvernement pour que nous puissions bénéficier d'un appui beaucoup plus soutenu. La deuxième chose, nous faisons aussi un travail de proximité avec les députés nationaux. Ils viennent vraiment nombreux chez nous au bureau. Et vous savez, le Parlement, c'est l'autorité budgétaire. C'est eux qui valident, c'est eux qui contrôlent. Et nous faisons un travail de proximité aussi à leur niveau, de manière à ce que nous soyons soutenus dans toutes les démarches que nous faisons pour que le budget en CR soit non seulement augmenté, mais que le taux de décaissement puisse être très élevé. La troisième chose, je crois que c'est le but aussi, c'est l'objet de votre présence, parce que c'est vous que la population bénéficiaire, les derniers consommateurs écoutent. C'est pour que la population finalement comprenne aussi qu'il y a un besoin qu'à tous les niveaux, société civile et consorts, de pouvoir manifester évidemment le besoin d'appuyer en serre pour que les autorités, pour que en tout cas des solutions rapides se mettent en place par rapport à cette question cruciale de financement. Merci. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Ma dernière question va s'adresser au directeur général. Vous avez tout à l'heure parlé, mais vous en avez parlé très rapidement. Vous avez dit que certains investisseurs étaient un peu refroidis à cause de la situation que nous traversons, la situation de guerre qui nous a justement imposée. Mais de manière générale, aujourd'hui, si je reviens un peu sur la situation financière de notre pays, un budget de 20 milliards pour 100 millions d'habitants, un calcul rapide, ça montre $200 par habitant. Ces $200 doivent construire les routes, construire l'éducation, la santé, les infrastructures de base, les institutions, et j'en passe. Et donc, vous avez tout de suite montré que la solution la plus rapide pour lever les financements, ce sont des partenariats publics-privés avec différents types et différents modèles de partenariat. Sachant que la République démocratique du Congo est l'un des 7 pays qui sont à 100% électrifiés, en tout cas par l'État, à 100% électrifiés par des énergies renouvelables, sachant que nous sommes le 3e marché mondial pour le solaire, sachant que nous avons autant de ressources à donner pour sauver la planète, tout cet aspect vert et climatique. Est-ce que cela n'est pas un atout
pour attirer plus d'investisseurs? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la RDC est une destination pour les investissements énergétiques? Quel est votre message aujourd'hui pour les opérateurs dans le secteur énergétique, particulièrement ceux qui se focalisent sur les sources d'énergie? Si vous avez un message aujourd'hui pour eux. Merci beaucoup, Madame Aziz, pour la question. Justement, le Congo a tous les atouts pour développer les infrastructures énergétiques, électriques, que ce soit l'eau et l'électricité. Tous les atouts, tu l'as dit, troisième marché mondial, je pense entre le premier ou le deuxième, l'Afrique, avec 100 gigawatts de potentiel hydroélectrique, 70, 70 potentiel solaire, mais dans le vaste marché, c'est juste 2, 3, 2,8 de potentiel hydro installé, 30 MW seulement de potentiel solaire installé, ce qui fait de lui, il fait du Congo un grand marché. Il faut les incitants pour que les investisseurs viennent. Les investisseurs, ce n'est pas le pouvoir public, ce n'est pas l'État. Un investisseur vit le bénéfice. Il vient, ce n'est pas des philanthropes, c'est quelqu'un qui vient, qui investit, il attend le retour de l'investissement, il attend le bénéfice pour que son activité prospère. Mais s'il doit venir et qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner, ben il ne vient pas, il préfère aller là où son activité sera prospère. C'est là le rôle de l'État. Déjà, on a parlé en faisant une comparaison, les comparaisons africaines, là, c'est l'exemple du Sénégal, il n'y a pas que ça. Il y a le Kenya, il y a l'Afrique du Sud, c'est 1 milliard de dollars du budget en 2023. Le Kenya, c'est presque pareil, dans de 500 millions de dollars. Alors, les pays qui ont un taux d'accès assez important, comme le Sénégal, le Kenya, l'Afrique du Sud, investissent encore davantage, beaucoup plus en pourcentage. Mais nous qui sommes un peu les parents pauvres, nous investissons encore beaucoup moins. C'est ça le paradoxe. C'est que l'État congolais doit se surpasser. L'État congolais doit mettre beaucoup plus de moyens pour en tirer les investisseurs. Déjà, elle a dit, nombreux se bousculent pour le projet Mbombo. Nombreux, presque tous, attendent que l'État congolais participe à hauteur de 20 à 30%, attendent que l'État congolais puisse donner des garanties. Vous savez, nous sommes un pays, c'est pas un secret, un pays à guerre. Au mois de janvier, la situation était plus dramatique que maintenant, mais quand un investisseur attend ça, ça ne l'encourage pas de venir. Mais nous avons quand même quelques insistants. Je l'ai dit un peu en passant, je n'ai pas beaucoup insisté parce que on en avait parlé il y a 2-3 semaines. C'est un lancement du Fonds Munda qui a eu lieu il y a 2-3 semaines à l'hôtel du Fleuve. Le Fonds Munda est un fonds de subside, un fonds pour accélérer l'électrification du pays, l'arrière-pays, les parties rurales et périurbaines. Le Fonds Munda impacte le coût de branchement, intervient à un pourcentage dans le coût de branchement, tirer la ligne qui passe devant votre maison et l'amener dans votre logette. Le Fonds Munda impacte la cuisson propre. Il impacte également la facture même d'énergie que vous recevez. Alors ça, ce sont les incitants pour aider les opérateurs privés à ne pas avoir peur de venir au Congo et ne pas faire de bénéfices, d'autant plus que l'État, via le Fonds Munda, la Banque mondiale, les GIAP, interviennent déjà dans la facture, dans le coût de branchement. Voilà, donc c'est ce que je voulais aussi lancer ici comme message, un message assez important à vous, messieurs, vous, mesdames de la presse. Nous avions lancé le Fonds Munda, malheureusement, les opérateurs ne se bousculent pas. Il y a un engouement l'autre jour dans la salle, à l'hôtel du Fleuve, mais jusque-là, nous n'enregistrons vraiment pas les demandes de soumission. Alors que le montant qui est là, un montant assez important,
s'il n'est pas décaissé, la mobilisation en pâtira dans quelques mois. Parce qu'on aura fait 1 an sans avoir vraiment décaissé. Il sera difficile de mobiliser encore plus de moyens. Or, les moyens sont là. Le temps est court parce que, vous savez bien, les budgets sont établis sur une base annuelle. Nous sommes dans 3 mois, c'est la fin de l'année. Bousculez-vous, il y a un lien sur notre site d'internet. Allez soumissionner pour bénéficier du fonds Mwenda à la population. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous allons à présent prendre quelques questions. J'ai un petit commentaire. Oui, si vous avez Oui, j'aimerais juste préciser aussi que nous ne sommes pas venus nous plaindre. On n'est pas venus se plaindre. On est vraiment venu démontrer que nous sommes en train de travailler dans les solutions. Et je me souviens que lorsqu'on a lancé le fonds DG, les gens ont entendu qu'on avait 50 millions de dollars. Alors ils se posent la question de savoir mais comment ils ont 50 millions de dollars. En même temps, ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent pour financer les autres projets. Vous voyez, je voudrais encore insister sur ce que vient de dire le DG, sur la différence des choses. Il y a des fonds d'investissement. Nous avons d'énormes soucis pour tout ce qui est fonds d'investissement. C'est-à-dire des fonds qui nous permettent de construire des centrales, de produire de l'électricité. De l'autre côté, le fonds Mwenda que vient d'évoquer le DG, il l'a dit, c'est le fonds de subside. C'est-à-dire, c'est un fonds qui, une fois l'unité de production est déjà opérationnelle, qu'elle soit privée ou publique, ce fonds va venir pour pouvoir encourager l'augmentation des connexions. S'il faut de nouveaux branchements, ce fonds va être placé. Vous savez, pour un seul branchement, ça ne coûte pas très cher pour les zones rurales, ça peut aller à 400 $ pour se faire brancher, se faire connecter chez soi à la maison. Ce fonds vient intervenir pour effectivement accompagner des ménages qui n'ont pas les possibilités pour que finalement ils soient connectés. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce fonds vient intervenir pour réduire le prix de l'électricité, le coût de l'électricité. On peut être dans une zone où, comme nos centrales parfois ne sont pas des très grandes centrales, dont le prix au kilowattheure est toujours très élevé. Et parfois la population ne sait pas payer. Vous allez dire 1 kilowattheure à 50 centimes par exemple, c'est des prix qui sont pratiqués à l'Est par exemple, mais c'est très cher. Et ce fonds vient intervenir pour pouvoir diminuer ça, c'est-à-dire on donne à l'entreprise un certain niveau de fonds qui lui permet à lui de baisser le prix du kilowattheure et cela devient accessible au de la population. Donc il y a une nette différence entre les fonds d'investissement dont on est en train de parler maintenant et le fonds de subside que nous avons et pour lequel d'ailleurs le DG a encore relancé l'appel pour que les gens se manifestent. Et il faudrait peut-être, Madame Soraya, encore davantage la communication pour que les gens comprennent est-ce qu'ils ont compris pourquoi est-ce qu'ils doivent soumissionner. Merci. Oui, juste avant de prendre oui, c'est tout qui est pas mal entendu. Je reviens sur la question de Madame, sauf que je n'ai pas retenu le nom, qui faisait rappeler quand même que l'électrification, c'est un défi majeur de la RDC. Et elle se posait la question pourquoi le Grand Kasaï. Ça a été déjà répondu. Je prends cette question autrement. Le Congo compte quand même 145 territoires. Pourquoi est-ce que tout semble se concentrer dans le Kasaï? J'aimerais citer quelques projets. Peut-être que on parlait de Kasaï puisqu'aujourd'hui on a un focus sur Mbombo, mais je voudrais informer à Madame qu'elle peut même aller retrouver les images de tous ces projets sur notre site internet, comme l'a dit Madame Soraya. Le DG a rappelé Bolaya, ça c'est des projets qui arrivent de Grand Bandolo. On a fini un beau projet à Bolayassa, Ipam, Kilembe. Boulungu, c'est une très belle centrale qu'il faudrait tous aller visiter, un très bon montage. Et ça vaut la peine d'aller visiter. Boulungu, c'est toujours dans le Grand Bandolo. Nous sommes en train de construire à Selenge, ça c'est dans le Maïndombe, c'est en cours. Mais à Bongandanga, Bassankou, c'est 2 centrales qui sont complètement terminées. Bongandanga, Bassankou, nous sommes dans le Grand Équateur. C'est complètement terminé. Nous sommes à Kongolo et à Kalamba. Je pense que c'est dans le Grand Katanga. Complètement terminé. C'est pas dans le Kasaï. Complètement terminé. Et je pense que ça doit être à Kalamba où on a dû effectivement adjoindre ce projet, un projet d'usage productif, la chambre froide. C'est là-bas, effectivement. Vous avez dans la province du Grand Oriental, Bouta, on a une belle centrale qui est en train de se terminer. Je crois que c'est une centrale de 500 kW, si je ne me trompe pas. 1 mégawatt. 1 mégawatt, voilà, 1 mégawatt, un peu plus. Ça, c'est Bouta, dans la Grande Orientale.
Ici, à Ndjili Brasserie, on a fait un soutirage, parce qu'on ne construit pas avec des centrales, on fait du soutirage aussi. Le DG on a parlé lorsqu'il répondait sur la question en rapport avec la collaboration que nous avons avec la SNEL. Il arrive des fois où nous allons soutirer sur la ligne de la SNEL pour desservir les populations locales. Donc, à Ndjili Brasserie, on a notre poste qui dessert Ndjili Brasserie. Vous avez Mbatakiela, ça c'est dans le Congo central. Nous, c'est la même chose. On a fait un soutirage, on a mis un poste, c'est un dessert. C'est opérationnel. C'est des projets déjà opérationnels. Nouveau Likato Gota, j'ai déjà parlé, c'est dans le Grand Est, sauf qu'avec des soucis de sécurité actuellement, c'est un peu en veille, mais c'est quelque chose qui est en cours. À Kaléré, on a terminé un projet à Kaléré. Ça, c'est dans le Grand Est. Très souvent, lorsqu'on parle du Kasaï, parfois, on regarde plus Kananga, Mbujimaï. Mais vous savez, dans le Sankourou, on a terminé. Lumumba-Ville, aujourd'hui, est électrifié. Lumumba-Ville. Vous avez Tchoundé est électrifié. Loubefu est électrifié. Aujourd'hui, il y a du matériel qui est arrivé à Lusambo, Lubao, on reste en ça, c'est un peu plus dans le Kasaï. Et nous avons des appels d'offres que nous avons lancés récemment, mais les provinces concernées, quand on parle de Djoum, par exemple, là, nous sommes dans le Grand Équateur. Hein. Il y a d'autres provinces. Il y a le Grand Bandoukou qui est concerné parce que l'appel concerne aussi Nyoki qui est dans le Mali. C'était juste pour dire que nous avons mis un focus Kasaï parce qu'on parle particulièrement de Mbo, mais dans les 26 projets dont on parle, les 75 ouvrages, il y a 56 territoires, comme l'a souligné tout à l'heure le DG, qui sont concernés. 56 ou 53 53 territoires concernés. Merci. Je voudrais savoir, en parlant des études de faisabilité, c'est que le projet n'a pas encore commencé. Je voudrais savoir si, quand est-ce que les projets pourraient commencer, combien est-ce que cela va coûter en entière pour que le projet soit réalisé, et combien de temps est-ce que ce projet sera réalisé, donc la durée de l'exécution des travaux. Et aussi, ma question est adressée à monsieur, au coordonnateur du projet combien, en termes de pourcentage, combien de pourcents combien de pourcents de la population sera desservie par ces projets? Merci. Quel pourcentage de la population? Quel continue, je vais le dire. Je m'aperçois d'un changement. Ma question s'adresse au DG. Ma question est la suivante. Quelle est la stratégie financière pour atteindre l'objectif de 62% du taux d'accès à l'électricité d'ici 2030? Quelle est la stratégie financière pour atteindre l'objectif de 62% du taux d'accès à l'électricité d'ici 2030? Merci. Je pense que ma question vient d'être un peu posée par le confrère, mais j'aimerais beaucoup plus prendre d'un autre aspect. Ça vient un peu ici de la part de Clé.cd. J'aimerais savoir quelles sont, ou encore quelles sont les étapes qui sont prises en compte pour atteindre l'objectif de 62% d'accès à l'électricité d'ici 2030 en tenant compte de défis en fait, qui fait face en CERN. Merci beaucoup. Merci, c'est Dijon Keba, collaborateur extérieur, question CD de système. Alors j'ai deux questions, c'est surtout en rapport à des chiffres. Hein. Vous êtes plein sans vraiment vous perdre sur le fait que le taux de décaissement budgétaire est 5%. Alors ma question est, quel est le niveau du portefeuille dont vous avez vraiment besoin pour que vos projets soient optimales? Vous calculez ça à peu près combien de millions, de milliards de dollars?
La deuxième question, c'est... sur quelle durée pour cette année? Pour cette année, en même temps, globalement. Ça pour le budget en gros? Absolument. Ou bien jusqu'à la fin, 100%? Oui, précisément, mais aussi jusqu'à ce que tous les autres projets qui sont aussi en cours. D'accord. Et deuxièmement, est-ce que l'objectif est défini que social ou il y a une vision aussi économique derrière, dans le sens où vous avez fait des calculs précis sur l'apport qu'un CERF pourrait avoir au niveau du portefeuille budgétaire national? C'est-à-dire, vous calculez combien vos apports à partir du moment où vos différents projets deviennent opérationnels. Les ordres de combien? De 5 milliards, de 6 milliards de dollars par an, par exemple. Et deuxièmement, dans le cas de l'investissement, au cas où un privé investissait son argent dans le projet, ses taux d'intérêt sont de combien de pourcents, à partir de combien de temps? Parce qu'on a l'impression que pendant, c'est vrai que ça fait 5 ans de l'opératisation, mais jusque-là, vous êtes plutôt, on va dire, un poids au niveau du budget qu'une source de revenus. Donc voilà, je crois que ma question était claire. D'accord. Alors, merci pour la parole accordée. Je suis Cédric Folo de la radio Marco. Ma préoccupation, ma question, va droit au DG. Quand on parlait le DG, l'autre montre la ministre. Apparemment, il se plaint du financement. Il y a un problème. Et Acer offre, Acer donne. J'ai l'impression que Acer ne reçoit pas. Acer ne reçoit pas, je prends l'exemple des AEE, qui actuellement, il y a le courant prépayé où les gens paient. Le DG vient de dire que Acer peut soutirer une ligne personnelle et alimenter le communauté des emplois, même si ça dit. Comment Acer arrive à gagner? Je sais que Acer offre. Parce que, comme venait de dire mon confrère, Acer, c'est comme si devenait un poids dans le financement. Si Acer donne, comment Acer pense à recevoir pour ne pas aussi percevoir, pour ne pas être un poids sur le plan budgétaire. La seconde question, c'est, je la pose au coordonnateur du Grand Kassai. Comment la population qui aujourd'hui reçoit de l'électricité au Grand Kassai, quelle est sa réaction? Comment elle réagit cette population? Est-ce qu'elle est satisfaite de ce qu'en donne ou les besoins y est encore? Si les besoins y est, comment Anser pense combler ces besoins pour que ça soit maximal dans le point où vous avez eu déjà travaillé? Merci. Merci beaucoup. On va répondre à ces questions. On va peut-être commencer le coordonnateur Jonas. Merci madame. La question qui m'a été adressée, je peux la résumer en 4 points. La première, on dit que les études de faisabilité ont été exécutées, mais le projet n'a pas encore commencé. La deuxième, combien cela va coûter. La troisième, la durée du projet. Et la dernière, l'avancement du projet. Pour la première question, je dirais qu'un projet s'exécute en 2 phases essentielles. Il y a d'abord les études et les travaux. On ne peut pas faire les travaux sans avoir exécuté au préalable les études. Donc dire que les projets n'ont pas encore débuté n'est pas correct. Et nous l'avons déjà dit il y a peu, que les avancées qui ont été atteintes à ces jours dans le cadre du projet que tient l'ANSER n'ont jamais été auparavant. Donc le projet a déjà exécuté et les études de faisabilité sont quasiment à la fin. Combien cela va coûter? Les études nous ont permis de dégager une estimation des coûts du projet, parce que chaque étude, quand elle est bien exécutée, elle donne toujours un devis confidentiel
pour les travaux qui seront exécutés. Et à ce jour, les évaluations de toutes ces études nous conduisent autour de 150 millions de dollars pour exécuter l'ensemble de ces études. Et la durée pour exécuter toutes ces études, c'est d'environ 2 ans et demi. Pour parler de l'avancement, bon, nous l'avons dit au début, les études sont quasiment à la fin. Et il y a des contraintes qui ont été évoquées par les DG qui doivent être maintenant soulevées. Donc, les contraintes qui sont notamment liées à la participation de l'État congolais pour le financement du projet. Voilà en quelques mots comment je pourrais répondre à la question qui m'a été posée. Merci. Je voudrais peut-être renchérir un tout petit peu, enfin rapidement, sur ce qu'a dit le coordonnateur. Mais dans un projet, le projet commence quelque part et puis finit quelque part, généralement. Et dans un projet comme celui de construction d'un aménagement hydroélectrique, il y a toujours un chronogramme. Il y a parfois certaines actions qui se font au même moment, il y en a d'autres qui se font l'une après l'autre. Je donne un exemple de comment ça se passe. D'abord, évidemment, l'identification du site, les études. C'est une étape importante. Les études, à elles seules, peuvent vous prendre une année, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent en compte l'hydrologie, la topographie. Il y a beaucoup d'études. Et nous sommes dans un site aussi particulier où c'était une zone de tir pour l'armée. Donc, il y a, si on regarde la cartographie de tous ces engins explosifs identifiés, il y en a une cinquantaine, hein. Je parle sous contrôle du CP. Les engins explosifs qu'on a identifiés, mais sur le mapping, il y en a une cinquantaine qu'il faut déminer. Donc c'est un site qui est... Et tout ça, il faut des études pour tout ça. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, nous, on a lancé des travaux en février. Parce que c'est public, hein, on a lancé des travaux le 14 février, si je ne me trompe pas, le 15 février, à Kalala, sur le site de Mbombo, selon le chronogramme. Et dans le chronogramme, il y a des études, il y a déjà la construction de la base vie. Parce qu'il faut que les travailleurs qui vont commencer à construire des barrages, ils doivent être logés quelque part, il faut que nous ayons un atelier quelque part, les équipements. Donc il y a la base vie, il y a 2 bases vie qui sont en train d'être construites. Une base vie avec les Chinois qui ont été identifiés pour la construction de la centrale elle-même. C'est eux qui ont construit la centrale de Tubidi en Mbujimaï avec l'Assassin qui exploite le diamant du côté de Miabi, une très belle centrale moderne, et c'est plus ou moins le même modèle, et c'est eux en fait qui ont construit leur base vie sur Momo, et en face il y a la base vie de Lancer. J'ai dit tout à l'heure que nous la concevons de manière à ce qu'après le projet, qu'elle devienne une cité, une petite cité moderne qui peut s'agrandir avec toutes les personnes qui aimeraient s'y positionner. Donc les travaux ont déjà été lancés, et nous sommes dans le chronogramme. Et comme vous savez, le chronogramme, on peut le tenir ou on peut avoir des petits soucis et puis l'adapter, et ainsi de suite. Le projet a été effectivement lancé. Je reviens sur les autres questions. On posait la question de savoir l'objectif est-il seulement social ou il y a aussi un apport de Lancer, je crois, au trésor public. J'ai répondu tout à l'heure à M. Mouy, je crois, en disant que dans la conception même du projet, selon nous, vous électrifiez une cité, c'est bien, mais si ça n'a pas un impact sur le développement économique, c'est pas intéressant. D'ailleurs, parmi les critères des choix des sites, il y a cette dimension-là. Lorsque nous sommes sur un site où il n'y a rien, il n'y a pas de potentiel, mais c'est quand même des Congolais qui sont là, la loi nous impose de donner l'électricité aux Congolais, parce que c'est un droit. Maintenant, par rapport aux moyens et aux priorités, nous sommes fixés certains critères, parmi lesquels ça. Il faut que dans le site, il y ait quand même un certain potentiel de développement économique. Est-ce que sur ce site-là, il y a possibilité de faire du café? Est-ce qu'il y a du palmier? Est-ce qu'il y a du riz? Quelles sont les activités déjà identifiées sur place qui peuvent permettre à ce que les gens puissent développer des entreprises, développer des petites industries? Et c'est là, effectivement, qu'on crée de la richesse dans la zone. L'électricité aura créé de la richesse dans la zone. Je viens encore compléter une chose importante. Nous avons signé, il y a peut-être plus d'un mois, un protocole d'accord avec le FPI. Le FPI, c'est le Fonds de promotion de l'industrie. Son boulot, au fond,
au FPI, c'est de financer les industries. C'est-à-dire au moment où nous on amène l'électricité, certes on a identifié les activités, mais dans la collaboration avec le FPI, il y a cette possibilité de financer des petites industries par rapport au potentiel existant. Et puis, ça c'est aussi dans le volet 2 du fonds MINDA, cela va aussi intervenir. Pour l'instant, c'est les branchements, mais volet 2, on va commencer à financer les petites industries dans les zones. Donc, c'est pour dire que nous prenons en compte et la dimension sociale et la dimension économique. Une question qui allait dans le même sens, hein, quand un investisseur, quelqu'un parlait sur le taux d'intérêt d'un investisseur. Mon taux d'intérêt, c'est plus par rapport à lui-même lorsqu'il prend, s'il s'est fait financer par une banque. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'un investisseur se prononce, il doit présenter un business plan. C'est clair. Parce que si son business plan montre que le système n'est pas rentable, ça ne l'intéresse pas. Et très souvent d'ailleurs, dans les zones reculées, vous avez une petite centrale de 100 kW, 200 kW, parfois vous avez l'impression que ce n'est pas rentable. Et c'est là que vient intervenir le fonds MINDA. Je donne un exemple. L'investisseur vient et dit, OK, je vais investir mon argent sur déjà un investissement que nous, on a déjà fait, parce que nous, on a investi dans la construction. Lui, il vient investir dans toute la partie opérationnalisation. Il fait son business plan. Il peut se réaliser qu'il n'y a pas de rentabilité. Mais nous, en ce moment-là, on ramène encore le fonds MINDA pour permettre à ce que ça soit rentable. Garder l'investisseur, il sera rentable pour lui. Nous savons donner l'électricité à la population, donc le taux augmente et la population a la capacité de payer. Le budget, oui, parce que ici, ce qui était sous-entendu dans les questions, c'était nous, on devient, quelqu'un l'a dit d'une autre manière, je crois que c'est le frère qui l'a, c'est un peu comme si Anser devenait une charge. Comment faire à ce qu'il ne soit plus une charge pour l'État, mais évidemment qu'il puisse apporter. Là, je vous le démontre peut-être en deux choses par rapport à ce que je viens de dire. L'électricité, avec tous les projets d'usage productif qui arrivent, crée de la richesse. Et toutes ces personnes qui font de l'industrie payent des taxes. Ils payent des taxes, ils payent des impôts. Ils payent aussi à Anser, parce que Anser a le droit de percevoir une redevance de toutes les unités de production d'électricité. La SNEL, c'est un assujetti chez nous. La SNEL nous paye des redevances, parce que la SNEL distribue de l'électricité. Voilà, c'est une des redevances qui est reprise effectivement dans la loi qui nous crée. Donc, toutes ces entreprises vont commencer à payer des taxes. Ça renforce le trésor public. En même temps, ça crée de la richesse. Mais maintenant, qu'est-ce que nous, on donne en retour? Nous sommes l'État. Lorsque nous, on fait des projets, ce n'est pas nécessairement pour que nous puissions, de manière claire et précise, avoir de l'argent, mais c'est pour que le système que nous mettons en place crée de la richesse pour l'État. Anser ne reçoit pas, c'est cette question-là. La population, non, c'était plutôt ici, non, j'ai répondu, mais je crois, je vais la stratégie, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être la dernière intervention, parce qu'il reste, je crois que nos amis, le commandant va y revenir, ou le DG. La population, non. La stratégie, quelle est la stratégie mise en place par Anser pour pouvoir atteindre les 62% d'ici 2030, je crois que c'était la question. Au départ, nous avons la planification, nous avons des PLE. PLE veut dire plans locaux d'électrification. C'est plus de 1100 projets qui ont été identifiés, qui sont mappés, qui sont sur une cartographie existante, que vous savez télécharger d'ailleurs sur notre site. C'est plus de 1000 pages que vous savez télécharger aisément, où vous avez chaque territoire avec la stratégie qui est proposée. Chaque territoire. Et dans chaque territoire, vous allez voir qu'on a identifié d'abord l'existant, on a identifié le potentiel solaire ou hydraulique, et maintenant on a proposé évidemment des solutions par rapport à l'offre. La stratégie est que de ces PLE, nous avons mis en place ce qu'on appelle le programme d'investissement prioritaire. Nous avons fixé certains critères pour identifier un certain nombre de projets. Il y en a à peu près 270. Et ce sont ces 270 projets que nous sommes en train d'exécuter. Mais prenons en compte le fait que ces 270 projets sont repris dans tous nos pôles, les 6 pôles, l'ensemble de la République. Cela en fonction évidemment des critères qu'on a fixés, en fonction des besoins et en fonction évidemment parfois de certaines considérations stratégiques. Alors, nous savons plus ou moins combien de mégawatts il nous faut à la fin de cette année, d'ici 3 ans, 5 ans.
Et nous savons combien cela va coûter. Et on sait très bien techniquement comment on peut le faire. La grande question est la stratégie qu'on met en place pour pouvoir mobiliser des moyens financiers. L'élément clé de cette stratégie sera finalement la dimension financière et on est en pleine stratégie de mobilisation des moyens financiers pour atteindre ça. Merci. Je voulais déjà, parce qu'elle a répondu à toutes les questions, je pense, juste préciser que les taux d'accès au 2,5% en 2030, ça c'est le compact énergétique qui est fixe. Donc ce n'est pas un de façon individuelle. Et il faudra déjà nuancer, parce que ça sera difficile qu'on atteigne ce taux-là en 2030, à l'horizon 2030. En plus, le compact aurait dû commencer déjà au début de l'année, je vous l'ai dit ici. Nous sommes au mois d'octobre, parce qu'à la fin de l'année, on n'a pas encore commencé. Donc, on aura 4 ans pour exécuter compact. Donc, nous, notre planification au départ était d'atteindre 50% en 2030. Donc, ça, la question que je voulais apporter, déjà l'a dit, parce qu'il a déroulé tous les éléments. Peut-être encore un petit point en disant que nous faisons aussi des mix énergétiques. À côté des centrales solaires, mini-centrales solaires, hydro, il y a aussi des mix. On essaie de mettre ensemble le solaire et l'hydro. Et diminuer peut-être les soirs, laisser les hydros fonctionner et les solaires enlever le bac à enlever le batterie. Est-ce que vous voulez compléter Oui, merci pour la parole, Charles. Moi, j'avais une seule question. C'est de savoir comment la population réagit dans les zones où nous avons implémenté des projets. J'ai la joie ou le bonheur de vous dire que nous faisons l'itinérance dans toutes ces zones. Tous les projets qui ont été énumérés, qui sont déjà réalisés par les DGA, j'y étais personnellement, et nous avons été en face de cette joie-là, exprimée par la population qui découvrait pour la première fois l'énergie électrique. Et c'est une joie que vous ne savez pas expliquer. Et c'est d'ailleurs à travers cette joie-là que nous puissons notre détermination à aller de l'avant, parce que nous disons, la seule chose que nous pouvons recevoir aujourd'hui comme réconfort, c'est cette joie qu'on donne à la population. Elle reçoit positivement nos projets. Et d'ailleurs, ça a été documenté par certains reportages faits, puisqu'il y a certaines zones où nous sommes partis avec la presse présidentielle, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les éléments qu'on appelle les réalisations des FATI. Il y en a plusieurs qui sont revenus sur nos projets. Et comme l'a dit Mme Aziz tout à l'heure, il y a également des capsules qui parlent de ces témoignages-là sur le site. Et pour vous montrer à quel point la population tient à nos projets, je vous donne une anecdote. À Tchikapa, par exemple, dans la périphérie de Tchikapa, dans la commune de Mabondo, nous avons installé une centrale de 150 kW qui est également en essai. Et cette zone est occupée également par un opérateur qu'on appelle EDC, pour ne pas les citer. Et la population a eu plus tendance à aller vers notre projet. Et quand on leur a dit que la période d'essai était terminée, c'est pratiquement une révolte ou une insurrection qui a failli se tenir dans cette zone. Pour vous dire à quel point nos projets sont agréablement accueillis. Et le deuxième volet, c'était de savoir est-ce que les besoins se sont exprimés. Oui, parce qu'il y a eu des hésitations au départ. Je parlerai du cas de Wego. Lorsqu'on a fait les enquêtes socio-économiques, c'est notre étape avant d'arriver au projet, pour savoir le niveau de vie de la population, quelles sont les activités qu'ils font, qui pourront être amplifiées une fois qu'il y a de l'énergie. Il y a eu beaucoup de réticences, et même pas, je peux même appeler incrédulité à ce que nous apportions comme projet. Mais lorsque le projet a été mis à jour, je ne peux pas vous dire l'engouement qu'il y a dans la population. Il y a même d'autres qui vont couper les bois en pouces pour compléter les nombres de poteaux, parce qu'à l'étape d'essai, on n'élargit pas les réseaux, ça sera le deuxième volet de votre question. Donc on se limite à un certain rayon. Et ceux qui étaient hésitants se sont rendus compte qu'ils sont passés à côté d'une ligne d'or. Il y en a qui vont couper les bois en pouces pour nous les imposer comme poteaux et tirer les lignes vers eux. Donc les projets sont très bien accueillis et les besoins naissent au fur et à mesure que les projets sont implantés. Alors on va répondre à ces besoins, c'est le deuxième volet de votre question,
c'est l'exploitant. Parce que nous avons construit, et ce sont des zones où il n'y a jamais eu d'électricité. Même si nous avons pu sonner les intentions de la population à recevoir ce projet, mais ce n'est pas tout de suite sûr qu'ils pourront être étendus à un grand nombre de bénéficiaires. Les besoins nés au fur et à mesure que le projet est éclaté. Et une fois que les opérateurs seront là, ils vont ratisser large pour pouvoir faire plus de revenus, faire plus de bénéfices et aussi engendrer le développement socio-économique. Donc la stratégie de répondre aux besoins qui naissent et à prendre en compte dans l'investissement qui sera fait par l'opérateur. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Peut-être je parle sous contrôle de tous les techniciens qui sont dans la salle ici. Les centrales solaires essentiellement sont particulièrement modulaires, donc on peut étendre la capacité de la